Je m'appelle Sandra Cuny, donc je suis une des personnes qui a préparé cette matinale sur la santé mentale des personnes migrantes. Ce qu'on vous propose là concrètement, ça va être deux temps d'intervention, donc celui de Madame Mestre qui va pouvoir se présenter, qui sera suivi par Madame Baudry. Elles ont en commun de travailler toutes les deux au contact de personnes migrantes. Et voilà, ça vous permettra d'avoir, on l'espère, plusieurs regards et nous, on est très heureux de partager ces belles rencontres avec vous. Et dans un dernier temps, on procédera à des échanges de questions. On espère qu'on pourra y répondre au maximum et que ça permettra de tisser quelques liens qui sont toujours bons à prendre sur nos métiers. Voilà, on vous souhaite une très bonne matinale, un beau début de journée sous la pluie chez nous et à tout à l'heure. Bonjour, donc je me présente, voilà, je suis donc Claire Mestre. Je remercie d'abord Madame Cuny pour son invitation. Voilà, ça me fait très plaisir de partager un petit peu mon expérience avec vous toutes, avec tous. Bon, le titre est vraiment très banal, hein, Santé mentale des personnes migrantes. Et vous parlez un peu de notre méthode. Alors, vous voyez le logo de Ethnotopie, je vais essayer de vous expliquer comment nous travaillons. Voilà. Alors, pour avoir une présentation plus personnelle de ma personne, voilà, je suis psychiatre et anthropologue. J'ai des engagements associatifs très importants et rien ne pourrait se faire sans l'associatif en fait. J'ai aussi des engagements dans la revue L'Autre et aussi dans la revue Spirale et j'enseigne à l'université avec actuellement 2 diplômes universitaires donc sur Bordeaux pour la transculturalité et aussi pour l'interprétariat et la médiation. Voilà, je vous ai mis les derniers ouvrages qui ont été publiés l'année dernière. Alors, tout part de la consultation transculturelle. Ça, c'est très important car notre méthode, nos réflexions partent de la clinique. Ça, pour nous, c'est absolument central. Quand je dis nous, nous sommes une équipe. Psychiatre, psychologue, anthropologue, interprète, on y reviendra, mais aussi art thérapeute, kinésithérapeute et artiste. Et une consultation donc qui a pour but donc le soin auprès des personnes migrantes, avec, je dirais, des populations assez larges, sous des indications très précises. Hein. Toute situation ne justifie pas d'un soin, je dirais, aussi complexe. Mais il y a de l'individuel, du groupe, et on verra des populations que nous ciblons tout particulièrement. Alors, comment est née cette consultation elle existe donc au CHU depuis plus de 30 ans et elle est l'alliage, je dirais, de deux institutions en quelque sorte, c'est-à-dire l'hôpital public où je suis praticien hospitalier et le secteur associatif où donc je suis présidente de l'association Ethnotopie. Pour nous, si vous voulez, jusqu'à présent, c'est le meilleur alliage qui permet, je dirais, d'avoir une stabilité grâce à l'hôpital et d'avoir une hyper adaptabilité grâce au secteur associatif avec tout le réseau que cela suppose au niveau de Bordeaux et bien au-delà. Donc, ça répond à une obligation, je dirais, de l'hôpital, c'est-à-dire de s'ouvrir aux plus vulnérables et aussi d'introduire, je dirais, ce qu'on a fait donc durant ces 30 ans dans le soin hospitalier des professionnels qui n'existaient pas auparavant, en particulier l'interprétariat professionnel. Voilà. Donc, finalement, notre objectif, hein, certes pas le premier, mais en filigrane, c'est aussi de transformer l'institution pour qu'elle s'ouvre aux plus vulnérables et particulièrement donc les personnes migrantes. Alors, notre méthode, qui vous paraîtra peut-être un petit peu compliquée, voire complexe, c'est le croisement finalement de plusieurs références. Je vous l'ai dit, je suis psychiatre, psychothérapeute et anthropologue, donc ça vient aussi de ma propre formation, mais pas que. Alors, une psychanalyse critique, pourquoi la psychanalyse ? D'abord parce que tout individu est doué d'un psychisme, ça, c'est très important, et même les plus vulnérables. Hein, la psychanalyse ne s'adresse pas que aux bourgeois, je dirais, à ceux qui ressemblent à notre monde.
Et puis, bien sûr, critique, car c'est une psychanalyse qui ne dénie pas les questions des dominations. Ça, c'est très, très important, puisqu'on ne fait pas porter à la personne, je dirais, des insuffisances qui relèvent finalement du contexte, hein, de la carence du contexte, très important, d'où l'impératif, je dirais, de s'associer à la question collective par le biais de l'anthropologie, anthropologie du soin et du lien. Donc là, l'anthropologie, c'est très large. Ce n'est pas que la représentation du malheur et de la maladie, mais c'est aussi les systèmes de parenté, le religieux, très important, et puis les contextes géopolitiques, donc l'histoire et la géopolitique, car en effet, les trajectoires migratoires doivent être absolument recomposées, bien comprendre pourquoi les gens viennent nous voir. Et donc, nous sommes en phase, je dirais, avec une actualité qui est généralement une actualité bruyante, brutale et cruelle. Les guerres, bien sûr, les systèmes les dictatoriaux avec tout ce qui est la question de la torture, les déplacements forcés, mais aussi les désastres écologiques. On n'en parle pas beaucoup, mais derrière toutes les migrations, il y a aussi cette question de la raréfaction de l'accès à la terre, qui est vraiment un phénomène mondial. Voilà. Et puis aussi la question historique, car nous avons des populations qui viennent souvent d'anciennes colonies. Et c'est tout ce qu'on appelle la colonialité actuellement, où il y a beaucoup, beaucoup de travaux extrêmement intéressants. Il ne faut pas oublier ce poids-là de l'histoire qui permet aussi de bien comprendre notre positionnement, nous, en tant qu'accueillants et d'anciennes sociétés colonisatrices. Voilà. Alors, le but, avant tout, c'est de reconstruire les affiliations. Alors, ne lisez pas trop le PowerPoint, on vous le donnera, mais c'est parce que j'ai fait des slides un petit peu pleines. Mais comme je vous le disais, nous ne sommes pas seulement des psys au sens classique du terme, mais des psys qui tiennent compte des trajectoires et des contextes. Il s'agit donc bien sûr d'agir sur la souffrance, autant faire se peut, tout en, comment dirais-je, bien évaluer toutes les désaffiliations qui sont en cours ou qui ont eu lieu. Car n'oublions pas, la migration, l'exil, c'est avant tout des gens qui sont totalement désaffiliés, qui ont tout perdu, qui ont perdu leur famille, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu tout simplement leur vie. Et il s'agit de les accueillir en essayant de reconstruire leur offrir finalement des nouvelles affiliations. Mais dans cet effort-là, cet effort de soins, il y a des obstacles considérables, dont les atteintes administratives et institutionnelles. Et tous ceux qui travaillent avec les migrants savent ô combien cela pèse sur notre soin. Et cette poussée, je dirais, cette contrainte extrêmement violente donne aux personnes un sentiment, je dirais, d'indignité, de ne pas exister, et elle bloque aussi, bien sûr, notre soin. Donc, l'isolement, c'est pas seulement l'isolement, je dirais, humain avec la perte avec les ruptures familiales, mais c'est aussi un poids administratif et institutionnelle qui menace la continuité psychique. Alors là, c'est important parce que nous avons des consultations qui peuvent être pas tant centrées sur l'histoire individuelle ou l'histoire collective, mais sur tout simplement des choses très pragmatiques qui sont de l'ordre de comment éviter de dormir trop souvent dans la rue, comment pouvoir avoir accès à un certain nombre de droits, bien que nous n'avons pas de juriste dans l'association, mais on verra, on fait un travail en réseau extrêmement serré pour assurer, je dirais, une forme de contenance finalement sociale, administrative aux personnes. Voilà, donc les liens de reconstruction des affiliations, ils sont très, très multiples, mais n'oublions jamais l'affiliation à notre monde, à nous. Alors pour ça, nous introduisons la langue. Nous verrons comment la langue maternelle est extrêmement importante, d'où la centralité des interprètes médiateurs qui vont nous aider considérablement à reconstruire au moins les liens symboliques avec cette langue pleine d'affect, d'histoire, d'imaginaire, etc. Voilà, donc la reconnaissance aussi, bien sûr, dans la dignité de la personne
et puis la reconnaissance sociale et institutionnelle. Nous participons à cette reconnaissance alors, de différentes manières, bien sûr, par le réseau, par notre présence, mais également par tous les gestes. Alors, je parlerai pour moi en ce qui concerne mon activité médicale, par exemple, tout ce qui est eh bien, les certificats médicaux, que ce soit pour l'aide à la demande d'asile, que ce soit aussi auprès des tribunaux administratifs. C'est un travail là aussi assez contraignant, mais tout à fait utile. Voilà, donc le soin, c'est une co-construction avec et autour du patient. Comme vous l'aurez compris, ce n'est pas un face-à-face. Rarement, on peut être bien sûr dans le face-à-face, mais rarement. D'ailleurs, il faut dire que ce face-à-face, c'est ce que nous avons appris, nous médecins, psychologues, même travailleurs sociaux, de travailler en face-à-face avec la personne qui, certes, est un moyen de rentrer dans l'intimité, ça c'est indéniable, mais qui peut être aussi une contrainte, voire une contrainte dans le sens que le groupe, c'est-à-dire rompre le face-à-face, peut être une opportunité pour nous, pour eux, de reconstruire aussi des enveloppes, alors des enveloppes multiples, des enveloppes psychiques, des enveloppes culturelles. Voilà, donc le groupe est vraiment pour nous un outil, vraiment un outil très très fort et dont on ne saurait s'éloigner, je dirais, car c'est aussi une façon de reconstruire dès la rencontre tout ce qui fait défaut, tout ce qui a manqué et tout ce qui peut, je dirais, amplifier aussi la pensée. Donc, c'est aussi réduire les effets les effets de défaillance de coordination. Le groupe, c'est bien sûr le groupe thérapeutique, mais ça peut être la synthèse, ça peut être la rencontre avec les travailleurs sociaux, ça peut être les rencontres professionnelles, interprofessionnelles qui permettent de fluidifier aussi les relations et de pouvoir partager, autant faire se peut, avec la notion de secret partagé, toutes les difficultés de la présence de la personne et de sa famille. Alors, on n'assistera jamais assez sur la présence des interprètes et des médiateurs qui sont vraiment pratiquement des co-thérapeutes. Ça va dépendre évidemment de leur implication, ça va dépendre de ce que l'on demande, mais l'accès à la langue, qui est parfois la langue vraiment pas seulement véhiculaire, c'est-à-dire, alors des fois c'est juste la langue avec laquelle la personne a l'habitude de vivre, même dans son pays. Par exemple, moi je reviens de la Côte d'Ivoire, tout le monde parle le français, donc évidemment c'est un confort pour tout le monde, mais il y a aussi les langues maternelles, c'est-à-dire les langues avec lesquelles on est construit, qui permet de reconstruire toutes sortes bien sûr, de filiation, d'affiliation, mais aussi de pouvoir mieux exprimer la question du malheur, de son sens, et comment ensemble on va construire un sens, parce que parfois le sens n'y est pas, et puis aussi d'avoir plus finement des questions qui sont vraiment, je dirais, très douloureuses, c'est-à-dire la notion de honte qui est très présente, et puis des choses qui sont moins familières, la question de la sorcellerie par exemple, ou la question de la persécution. Donc déjà, vous voyez, cet accueil dans la langue, c'est un acte de reconnaissance immédiat, c'est un acte d'accueil, d'hospitalité, on parle d'hospitalité dans la langue, où va tout d'un coup, si la personne se sent à l'aise, pouvoir reconstruire immédiatement un récit notamment, car on verra que tout se fonde sur la reconstitution d'un récit. Alors, les équipes sociales et éducatives sont très importantes. Nous travaillons en étroite collaboration, notamment pour une population particulière qui sont les mineurs non accompagnés, car ce sont les équipes qui vont orienter la personne. La personne ne vient pas d'elle-même, elle n'en a pas les moyens, mais il va y avoir une première parole portée par les équipes qui va être retravaillée par l'équipe et le patient ou les patients qui vont se réapproprier cette parole-là. Et pouvoir après, en accord bien sûr avec les personnes, les patients et leurs familles, de pouvoir retravailler non seulement, comme je disais, la question psychique, mais aussi la question environnementale, comment on peut agir aussi sur les équipes pour qu'elles prennent conscience parfois de choses auxquelles elles ne s'en étaient pas aperçues, et ainsi contribuer à redonner du sens.
Alors, quelques ingrédients de notre culture de l'hospitalité et du care. Alors, le care, vous savez que c'est une notion qui vient d'outre-Atlantique, qui est tel que nous concevons le soin, c'est-à-dire pas seulement un soin médical, psychiatrique, mais un soin au sens large, tout ce qui permet voilà, d'accueillir, de reconnaître et de prendre soin. Donc, d'abord, cibler les publics les plus vulnérables. La migration rend vulnérable. Et d'un point de vue associatif, donc d'un point de vue de ethnotopie, c'est penser particulièrement aux bébés et leurs parents, les mineurs non accompagnés, les femmes de victimes de violences intentionnelles et les personnes victimes de traumatismes graves. Ça, c'est très important parce que, par exemple, la question des bébés, on verra pour nous, c'est très important car il y a un principe de prévention et de promotion de la santé. Les personnes victimes de traumatismes graves, il faut voir que dans notre institution hospitalière, il y a très peu de lieux où on tient compte des traumatismes de guerre, par exemple. Traumatismes de guerre qui sont très longs à soigner, parfois toute une vie, auxquels voilà, on s'attelle particulièrement. Et je dirais qu'on est dans une faille, dans une carence institutionnelle. Alors, les méthodes, j'ai commencé à vous en parler. Donc, le groupe psychothérapeutique, c'est pas nous qui l'avons inventé, ce sont des choses qui existaient bien avant nous, grâce aux écrits notamment et aux méthodes de Toby Nathan et Marie-Rose Moreau, et les ateliers à médiation artistique et culturelle avec une articulation entre le lieu de soins psychiques et les ateliers à médiation. Donc les objectifs, bien sûr, le soin, les pratiques de prévention, on verra pour les bébés, mais aussi pour les jeunes, et un réseau très très dense avec beaucoup de rencontres interprofessionnelles, que ce soit avec des thématiques, donc la notion de parentalité, mais aussi les mineurs non accompagnés. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent ces rendez-vous réguliers qui peuvent se passer en visio, notamment pour les mineurs non accompagnés. Donc un réseau très dense, comme je vous disais, qui permet de vraiment fluidifier les relations et de partager aussi des préoccupations, même avoir, je dirais, un état de veille sur les problématiques du terrain et les problématiques que rencontrent les professionnels. Et bien sûr, la question du plaidoyer. J'ai pas mis aussi la formation et l'information et la formation. Alors, nous avons des pratiques de formation. Je vous ai parlé des DU, mais aussi des formations sur mesure pour les équipes qui nous le demandent. Alors, les vulnérabilités des familles, donc particulièrement dès la naissance, car il ne faut pas oublier que les trajectoires, je dirais, d'injustice et d'inégalité commencent dès la grossesse des femmes et dès la naissance. Dès la grossesse, car effectivement, il y a une extrême vulnérabilité. On pourrait revenir, si vous voulez, sur les chiffres de santé publique qui montrent très clairement que les femmes migrantes, les femmes exilées sont dans un rapport d'inégalité sociale très fort, c'est-à-dire avec plus de morbidité, plus de mortalité durant la grossesse, à la naissance, donc vulnérabilité pour les bébés il y a plus par exemple de mortinatalité. Donc ça, c'est vraiment des chiffres qui deviennent de plus en plus connus, mais qui existent depuis fort longtemps, bien avant cette nouvelle population, je dirais, d'exilés. La question de la solitude et de l'isolement, c'est-à-dire qu'une famille seule, ça n'existe pas. Pour plein de raisons, nous sommes très attentifs aux formes de parentalité, offrir, je dirais, aux parents la capacité, la possibilité de mobiliser ce qu'elles savent faire, mais pour lesquelles elles sont empêchées de mobiliser leurs compétences parentales à cause de la solitude, à cause aussi des inégalités sociales, à cause aussi parfois des injonctions de l'État qui sont parfois contradictoires. Et puis aussi, bien sûr, la monoparentalité qui est une donnée quasi extrêmement présente avec tout un travail autour des femmes. Vous verrez aussi que nous travaillons beaucoup sur les enfants de 0 à 3 ans pour qu'ils arrivent à l'école maternelle en situation de connaître ce que nos enfants connaissent. C'est notamment la question du livre et de ce qu'on appelle la culture. Alors, voilà,
voilà ce qu'on appelle l'agencement, hein, l'agencement, c'est-à-dire l'agencement, bien sûr, entre l'hôpital et l'association, l'agencement entre des lieux, les nôtres, donc des lieux de psychothérapie, des lieux d'ateliers à médiation, et puis agencement, bien sûr, avec tout ce réseau très dense, c'est-à-dire les équipes éducatives, les équipes de travail social. Alors, je vous donne juste quelques exemples de lieux en dehors de la consultation psychothérapeutique, les causeries pour femmes enceintes qui se font avec le conseil départemental, les ateliers massage pour bébés pour instaurer les premières relations mère-bébé ou parent-bébé quand il y a des pères qui se fait dans un lieu donc avec une autre association, la Maison des Familles. L'atelier accueil du nouveau-né, donc ça aussi c'est une action hospitalière qui se fait avec la mairie. Les ateliers bébé culture aussi avec la mairie où il y a l'accès aux livres et à la musique hein, sur la question du rythme et je dirais d'une forme de joie, on peut dire, pour les bébés et surtout leurs mamans. Et puis les visites accompagnées dans la ville et tout notre outil. Alors je vous ai noté l'observation à la Easter Peak parce que dans tous ces lieux-là, il y a des psychologues ou bien des stagiaires qui sont très très utiles, je dirais très mobilisés pour observer ce qui s'y passe. Et via nos séminaires en interne, où nous travaillons toutes ces données-là et des séminaires qui sont ouverts bien sûr au public. Alors, les deuxièmes populations vulnérables, ce sont les mineurs non accompagnés. Sont-ils des adolescents ou des jeunes adultes? Ce sont des personnes, dans tous les cas, en transition, qui vivent certes la transition de leur âge, mais aussi la transition de leur parcours et de leur société. Donc, il y a une grande diversité des parcours. Alors là, il y a des jeunes qui veulent changer de société. Comme je vous disais, je reviens de la Côte d'Ivoire, où on a beaucoup de mineurs non accompagnés qui viennent de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui n'est pas le pays le plus, je dirais, pauvre de l'Afrique, bien au contraire. Et pourtant, voilà, des impasses probablement pour ces jeunes. Et puis surtout la question de la maltraitance avec toutes les violences éducatives. Et puis, comme vous le savez sans doute, ce sont des mineurs qui sont pas très bien accueillis dans notre société, où il y a des passages à la rue, il y a beaucoup d'errance. Et quand ils arrivent enfin à bon port dans les foyers, les équipes sont très préoccupées par les échecs scolaires et les difficultés d'insertion. Et là, à ce moment-là, quand on les rencontre, il y a des risques graves de désaffiliation, beaucoup d'errance et des jeunes qui peuvent sortir par exemple de l'ASE sans rien en fait, malheureusement, parce que ce n'est pas une volonté des équipes bien évidemment, mais des défauts, je dirais, de notre système. Donc des désordres vraiment, alors là aussi sur le plan de la santé publique, avec des jeunes qui souffrent particulièrement alors de trauma bien sûr et de dépression. Donc là aussi pour ces populations-là, des agencements entre le soin et les ateliers. Donc, toute une activité de prévention, ce qu'on appelle les préventions aux radicalités, c'est-à-dire à la violence, que nous travaillons avec cette fois-ci la préfecture. Et nous avons des ateliers écriture et danse qui sont des lieux, je dirais, alors de soins au sens du care. Ce ne sont pas forcément des jeunes qui sont en soins psychiques avec nous, mais pour lesquels alors les psychologues, mais aussi les éducateurs peuvent dire, ah ben, ça serait bien qu'il y ait comme ça une expérience qui est une expérience groupale faite par une de nos art thérapeutes et qui permet aux jeunes de renouer finalement avec une forme de convivialité, une forme de compétence aussi, et d'avoir accès à ce que demandent beaucoup les jeunes, c'est-à-dire la langue française. Nous avons créé aussi des outils pour des évaluations psychologiques, outils qu'on a nommé le Créageux, et nous avons toute une activité avec les équipes de synthèse, de séminaires, de rencontres. Voilà, je répondrai aux questions s'il y a plus de choses plus fines à développer. Alors, les femmes victimes de violences, évidemment, qui est une thématique nationale, bien sûr. On connaît, on sait la préoccupation de l'État, de notre État, pour offrir des lieux aux femmes victimes. Mais les femmes victimes migrantes et exilées ont un moindre accès finalement aux soins et à la prévention. D'où notre préoccupation de les accueillir. Alors c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de demandes au mieux possible. Alors je vous ai mis la couverture d'un livre
qui a été fait par des associations bordelaises avec des témoins de femmes, des témoignages de femmes, des témoignages d'associations, voilà, et qui nous permet aussi de faire un plaidoyer. Donc ça, c'est pas que Ethnotopie, c'est vraiment beaucoup d'associations bordelaises de plaidoyer de la question des femmes en migration, qui est une thématique qui commence à monter avec de plus en plus de travaux et on en est fort content. Alors, ces femmes, pourquoi elles viennent? Alors, pour de multiples raisons, il y a une véritable volonté, je dirais mondiale, hein, on peut dire, d'autonomisation des femmes et de refus des violences traditionnelles, avec des femmes qui ont connu des continuums de violence. Alors, des violences, bien sûr, on les connaît mieux maintenant sur le trajet migratoire. On commence à bien connaître aussi le refus par exemple, de l'excision, de ce qu'on appelle les mariages forcés. Mais quand on lève le voile de la question des violences des femmes, on s'aperçoit souvent que ces violences, elles existent depuis la tendre enfance. Voilà, donc des soins qui sont longs, qui doivent utiliser plein de fils, je dirais, la question de la parole, la question du geste, la question des pratiques corporelles, la question du réseau, j'en ai déjà parlé, mais voilà, ça va être un soin complexe et et pluridisciplinaire. Voilà, donc violences liées au genre, bien sûr, parce qu'elles sont femmes, c'est ce que je disais, depuis la tendre enfance, et bien sûr, la question du bébé, c'est-à-dire que ces femmes-là, eh bien, elles ont des enfants sur le trajet migratoire. Alors, avant, bien sûr, des enfants parfois qu'elles ont laissés sur le trajet migratoire et aussi chez nous. Et nous essayons de les accompagner au mieux dès la grossesse. Alors, pour elles, nous avons des ateliers d'art-thérapie collective, c'est-à-dire que nous proposons des ateliers collectifs dès l'accueil, je dirais, dès la demande de soins. Ateliers qui sont faits, qui sont animés par notre art-thérapeute Isabelle Canor et qui sont très efficaces, je dirais, au sens où les femmes prennent la parole collectivement. Souvent, elles ont des violences communes. Elles ont, par exemple, toutes eu des violences sexuelles. D'où qu'elles viennent et la question de la compétence, c'est-à-dire réveiller en elles la créativité, c'est-à-dire cette capacité à faire des pratiques artistiques, de parler aussi, qu'elles découvrent ensemble. Et c'est, ma foi, alors un engagement fort, bien sûr, de notre côté, mais aussi des équipes qui vont accompagner les femmes parce qu'on sait que pour toutes ces populations-là, il y a une forme de vulnérabilité qui fait qu'elles ne sont pas toujours présentes à nos ateliers. Donc, il y aura un gros effort de notre équipe, mais aussi des autres équipes qui accompagnent les femmes pour qu'elles viennent régulièrement. Voilà, donc les ateliers collectifs, l'atelier danse, qui est une activité que nous faisons très régulièrement. Là, nous allons ouvrir avec une bénévole des ateliers de danse avec les bébés. Voilà, et puis réouvrir aussi un atelier danse collectif. Alors quand on dit danse, c'est vraiment un travail sur le corps, hein. C'est pas forcément d'emblée du mouvement, c'est la question du positionnement, de la prise de conscience de son corps, de son bassin aussi, puisqu'il y a eu beaucoup de violences sexuelles. Les causeries, ce qu'on appelle les bate-papo, qui est une expression brésilienne, en fait, notre anthropologue brésilienne qui nous a proposé ce terme-là, causerie, qui sont des lieux collectifs où on va offrir aux femmes, alors voilà, différentes choses, soit des thématiques autour de la santé, sur la question de l'accès aux droits, mais aussi ça peut être des visites de musées, des déambulations dans la ville. Voilà, donc ça, c'est des lieux qui sont généralement très animés, où les femmes peuvent parfois venir assis avec leurs enfants. La question de l'enfant, c'est compliqué. Il ne faut pas oublier que quand on ouvre un lieu collectif aux femmes, il faut penser aux enfants. Et ça, c'est compliqué parce que est-ce qu'il faut faire des garderies spéciales avec les enfants, ce qui est une autre forme d'organisation. Voilà. Alors, prendre soin aussi des soignants parce que c'est une clinique extrêmement difficile qui expose beaucoup à l'usure, à l'impuissance. On a tous été, je dirais, exposés au burn-out, au changement de poste,
à l'arrêt de maladie, au sentiment d'urgence permanent. Et ça, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte pour les équipes. D'abord, c'est vrai que nous sommes, nous soignants, et quand je dis soignants, c'est vraiment du psychiatre jusqu'à l'éducateur, le travailleur social, même le bénévole. Nous sommes face à des personnes qui peuvent nous raconter ce qu'elles ont vécu et c'est quand même difficile d'entendre la question de, voilà, je mis quelque chose, quelques thématiques, bien sûr la guerre, mais la torture, l'humiliation. Et on a envie, bien sûr, c'est là notre, notre énergie en tous les cas. On a envie de les aider, voire de les réparer. Je pense qu'il faut gérer l'impuissance, c'est-à-dire que n'oublions pas que le traumatisme, quel que soit, je dirais, la façon dont on le pense, d'un point de vue psychologique ou de psychiatrique, les traumatismes, c'est l'histoire d'une vie en fait. C'est des gens qui vont toute leur vie souffrir. Alors, pas tout le temps, bien sûr, mais qui vont tout le temps, ou à certains moments de leur vie, souffrir gravement des traumatismes qu'elles ont subis. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il ne faut rien faire. C'est pas un aveu de fatalité, mais que le trauma, il faut savoir faire avec, pour eux, bien sûr, mais pour nous aussi, une forme finalement d'accepter que certes, nous sommes pour ces populations extrêmement importants, ils nous disent chaque jour, ils nous remercient, c'est une clinique finalement qui est gratifiante, mais que nous ne pouvons pas tout. Et c'est pour ça que le travail d'équipe pour nous est vraiment essentiel, pour nous, pour partager nos affects de tristesse, de découragement, je dirais de violence aussi, car des fois, nous sommes scandalisés, révoltés par ce que vivent nos populations, mais que ce que nous vivons aussi actuellement. Une petite parenthèse, les associations ont de moins en moins de moyens. Nous connaissons par exemple des grosses associations parisiennes avec lesquelles nous avons toujours travaillé, comme Primo Levi, qui ont dû licencier un tiers quand même de leurs salariés pour des actions qui sont quand même extrêmement précieuses. Donc, c'est une clinique politique, non pas dans le sens de politicien, mais qui nous inscrivent dans la société, dans le vivre ensemble. Et que notre clinique, c'est la façon de poser un geste, poser des paroles pour eux, pour nous, qui vont au moins pour, je dirais, objectif de s'inscrire aussi dans un système de domination que nous n'acceptons pas. Ça, c'est important. Je pense que tous ceux qui travaillent autour des migrants, on sait qu'on n'est pas les seuls, hein, qu'on partage au moins cette forme de politique, en tous les cas, qui là aussi nous protège et nous donne envie d'avoir des soins de qualité. Je dirais que pour résumer cet positionnement, c'est la question du tiers instruit. C'est-à-dire que tout en étant des professionnels très ancrés dans nos savoir-faire, dans notre formation, il s'agit d'avoir une forme de réflexivité aussi sur ce que nous sommes, car rencontrer autrui dans son altérité, c'est faire le détour aussi par nous-mêmes pour explorer ce qu'on n'explore pas toujours, c'est-à-dire nos zones sombres aussi, nos insus, ce que j'appelle nos insus historiques, professionnels, etc., qui nous permettent aussi de bouger un petit peu, c'est de faire ce que l'on appelle le décentrage. De se décentrer, c'est pas une évidence, mais qui là aussi nous demande une forme d'équilibre, de va-et-vient entre eux et nous, chose qui pour moi ne se fait au mieux qu'avec l'aide de l'équipe. Mais alors l'équipe, c'est l'équipe de soins, c'est aussi des supervisions, mais aussi des prises de parole publiques, des colloques. Nous avons une grosse activité d'écriture. Il ne faut pas oublier ce qu'apporte l'écriture. C'est effectivement faire connaître ce que nous faisons, mais aussi c'est une forme de réflexivité sur nous-mêmes. Voilà. Donc, le tiers instruit, c'est un métis finalement qui crée du métissage. Alors, autre objectif, c'est transmettre, former, réfléchir.
d'être là le sens de ma parole publique, à le transmettre aussi à l'université pour former des jeunes qui ont envie de s'ouvrir à cette clinique. C'est aussi le sens de notre séminaire. Nous avons un séminaire depuis très très longtemps, depuis 20 ans. On a plein de chercheurs qui viennent des cliniciens. C'est vraiment un lieu qui ne cesse de m'émerveiller moi-même. Le prochain étant la semaine prochaine sur la discrimination scolaire. Et donc, voilà, je dirais des cliniciens, des chercheurs de Bordeaux, de notre région, mais aussi de la France entière et parfois d'au-delà, puisque nous avons de plus en plus de relations, par exemple, avec l'Afrique, où il y a une forme de clinique très inventive qui se fait. Et nous aurons en juin la venue d'un clinicien du Cameroun. Voilà. Donc, nous faisons aussi des formations à la demande. Vous pouvez toujours écrire pour demander des formations. Voilà, je vous remercie. Donc je fais la promotion aussi de notre dernier collectif, Comment bien soigner les exilés, où je dirais c'est un état des lieux de 20 ans de pratique et surtout sur la question des ateliers à médiation culturelle. Car pour nous, la question de l'accès à l'art, à la créativité, elle est essentielle. Nous ne prétendons pas être les seuls qui pouvons faire du bien aux patients, mais aussi tous ceux qui utilisent des médiations. Ils sont très créatifs et nous avons absolument besoin de cette créativité, surtout en ce moment. Voilà, je m'en arrête et je suis disposée à répondre à toutes les questions. Voilà. Merci beaucoup, Madame Mestre, pardon, je prends de l'avance. Un gros merci vraiment pour votre engagement et l'humanité que vous avez laissé transparaître dans l'intervention. Ça fait toujours du bien. Ce que je vous propose pour la suite, c'est de faire la transition avec Madame Baudry, qu'on a eu la chance de rencontrer sur notre beau territoire des Hautes-Pyrénées. Et je vais la laisser se présenter. Elle va pouvoir peut-être vous apporter un autre regard. Elle est très, très intéressante et elle est à côté de moi. Donc je la laisse prendre la main sur la suite. Bonjour, du coup je suis Charline Baudry. J'ai été invitée par Madame Cuny sur cette matinale et j'en suis ravie. Je suis ravie aussi d'avoir pu écouter Madame Mestre et ça va inspirer aussi la présentation que je vais vous faire. Donc moi, je vais vous exposer un petit peu l'activité que je mène par le biais du programme que je coordonne, hein, donc le programme Agir, mais aussi je vais vous partager une expérience d'intervenante sociale que j'ai depuis 5 ans, aussi au sein de l'association Atrium. Donc je travaille pour l'association Atrium dans les Hautes-Pyrénées. On est situé à Tarbes, mais on intervient à l'échelle départementale. Mon association, elle est connue pour être au service des publics vulnérables et en majorité migrants. Donc, elle a 4 pôles d'activité qui accompagnent de différentes manières le public migrant. Donc, le pôle hébergement relais, donc, qui est un pôle d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile et pour personnes migrantes faisant d'autres demandes de titres de séjour. Il y a aussi un pôle habitat jeune qui accueille des MNA et également des mineurs en cours d'évaluation de minorité. On a un pôle agence immobilière à vocation sociale qui fait de l'intermédiation locative, entre autres, qui accompagne des publics du coup régularisés dans l'accès au logement. Et puis, on a un pôle insertion qui développe des programmes d'accompagnement socio-professionnel comme le programme Agir, mais aussi des actions de formation qui tendent de plus en plus à cibler le public migrant avec toutes les spécificités qu'ils ont. Ah, hop, j'essaie de passer. Voilà. Donc là, je viens
les publics qu'on peut avoir ici à Atrium, donc les mineurs non accompagnés, les demandeurs d'asile, les publics qui sont en cours de régularisation et les bénéficiaires de la protection internationale qu'on appelle BPI. Donc, les bénéficiaires de la protection internationale, ce sont les réfugiés, les personnes qui ont une protection subsidiaire et les apatrides, les personnes reconnues apatrides. Voilà. Donc, moi, je voulais vous partager le parcours des migrants qu'on accueille au sein de l'association. Parce que, comme l'a dit Madame Mestre, hein, c'est important de prendre la personne dans sa globalité et dans un contexte. Donc moi, les personnes avec qui j'interagis, ce sont des personnes qui sont passées soit par une demande d'asile, soit par une autre demande de titre de séjour, telle que vie privée familiale pour motif étranger malade ou membre de bénéficiaires de la protection internationale. Quand une personne arrive et souhaite faire une demande d'asile, donc elle va passer par plusieurs étapes. D'abord s'enregistrer dans la structure de premier accueil des demandes d'asile qu'on appelle SPADA. Donc les démarches vont commencer à ce moment-là. À ce moment-là, on va aussi donc on va prendre en compte leurs demandes et leur donner un premier rendez-vous qui s'appelle le rendez-vous GUDA, guichet unique de demandeurs d'asile. Donc là, je parle des personnes qui souhaitent faire une demande d'asile, hein. Cet entretien, ce rendez-vous va permettre d'avoir un premier entretien qui va évaluer la vulnérabilité de la personne. Euh, je n'ai pas la chance de connaître exactement quel est le contenu de cette évaluation, mais en tout cas, il y a une évaluation à ce moment-là. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va classer la demande. Et c'est là que va aussi commencer le stress de la personne, la préoccupation de la personne, puisque elle peut être classée en procédure normale, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, en procédure accélérée, ce qui veut dire qu'il y a déjà soit euh, un défaut de délai, puisqu'on peut être classé en procédure accélérée parce qu'on n'a pas respecté le délai d'enregistrement lorsqu'on est arrivé sur le territoire français, ou parce qu'on vient d'un pays dit sûr. Donc il y a une liste que vous trouvez sur Internet, la liste des pays sûrs. Donc, si on vient par exemple d'Albanie, eh bien, on est classé en procédure accélérée, ce qui normalement voudrait dire que le délai de traitement sera accéléré. On peut aussi être classé en Dublin, ce qui du coup va perturber beaucoup la personne migrante, puisque être classé Dublin, ça veut dire avoir fait déjà une demande dans un autre pays ou avoir laissé ses empreintes dans un autre pays. Ça concerne quand même beaucoup de personnes migrantes et ça veut dire que la personne elle ne va pas pouvoir faire son dossier de demande d'asile tant que la préfecture n'aura pas vérifié auprès du pays dans lequel la personne a laissé son empreinte si ce pays peut reprendre la personne et traiter la demande d'asile. Donc ça, c'est déjà un délai de traitement qui dure plusieurs mois. Peut-être que, enfin, il me semble que c'est 5 à 6 mois de traitement. La personne va, en fonction de la réponse du pays où elle a laissé ses empreintes, va être requalifiée pour pouvoir faire une demande d'asile ou va avoir un arrêté de transfert qui signifie que l'État français va essayer de la renvoyer dans le pays où elle a laissé ses empreintes. Donc, ce sont des moments très délicats à vivre pour les personnes migrantes. Si la personne elle a la possibilité de faire sa demande d'asile, elle va ensuite avoir l'épreuve déjà du dossier de demande d'asile, qui est une épreuve psychique très très intense, puisque pour faire une demande d'asile, il faut raconter son parcours.
il faut raconter les raisons pour lesquelles on n'est plus en sécurité dans son pays d'origine. Donc ça, c'est un moment très, très difficile pour les personnes migrantes. Certaines vont y arriver, certaines ne vont pas y arriver, ce qui va pouvoir aussi être pris comme finalement il lui est pas arrivé grand-chose. Et ça, c'est très difficile à prouver ensuite lors de l'entretien à l'OFPRA. Certaines personnes sont tellement traumatisées qu'elles n'arrivent pas à exprimer les causes de leur migration. Donc, à l'issue de cette phase de demande d'asile auprès de l'OFPRA, il va y avoir une réponse, soit un statut, réfugié, protection subsidiaire ou reconnaissance apatride, soit un rejet de la demande. Déjà, cette phase aura duré au minimum, je pense, 6 mois. Donc, c'est déjà assez long. Et puis ensuite, si la demande est rejetée, il y a quand même encore une chance de pouvoir continuer son souhait de régularisation par le biais d'un recours à la CNDA, au tribunal, avec un avocat, en étant représenté par un avocat. Donc là, ça va être à nouveau une épreuve, puisqu'il va falloir prendre en compte ce que l'officier de l'OFPRA aura dit dans la réponse du rejet. Euh, et du coup apporter de nouveaux éléments pour justement prouver qu'il a tort. Donc c'est une épreuve aussi difficile parce que ça demande à la personne migrante de se livrer. Pour les autres demandes de titre de séjour, ce sera principalement, surtout aujourd'hui, un passage par la demande dématérialisée, ce qui est une autre épreuve pour ces publics-là, puisque s'ils n'ont pas de personnes pour les accompagner, c'est quand même assez compliqué, même pour les travailleurs sociaux, au début, de faire des demandes via un site qui marchait pas forcément très bien ou qui voilà. Donc ça ajoute beaucoup de stress et des délais qui sont qui génèrent s'ils ne sont pas respectés des clôtures de dossiers, donc tout est à refaire. Enfin, c'est vraiment une épreuve difficile la demande dématérialisée aussi. Donc pareil, si jamais la demande elle est acceptée, voilà, il y a l'épreuve ensuite des démarches d'insertion. Mais si elle n'est pas, si elle est rejetée, là il va y avoir euh, soit une OQTF, une obligation de quitter le territoire qui va être délivrée. La plupart du temps, elle est délivrée, et avec la possibilité quand même de faire un recours au tribunal administratif. Euh, Si la personne elle a obtenu le titre de séjour depuis peu, il y a de nouvelles conditions pour que le titre de séjour soit renouvelé. Ce sont des conditions d'examen civique et de niveau de langue. Donc, dans la présentation, j'ai mis le lien. Après, c'est le lien vers la préfecture des Hautes-Pyrénées, mais où on peut voir quels sont les cas de figure qui nécessitent d'avoir, en plus de la demande dématérialisée, des conditions de niveau de langue et d'examen civique certifié. Donc maintenant, on parle de certification, alors qu'avant, on était plus sur l'attestation d'un niveau au niveau de linguistique et pas d'obligation au niveau examen civique, outre le fait de faire ces journées civiques. Donc ça, ce sont aussi des éléments qui peuvent nourrir un état de stress, d'angoisse. Donc moi, je vous parle vraiment de choses de terrain, voilà, de la vie de la personne migrante. La personne migrante, toutes ces démarches, elle les supportera beaucoup mieux si déjà elle est mise à l'abri. C'est pour ça que quand la personne migrante elle arrive, soit une demande d'hébergement est faite au travers des CMA, des conditions matérielles d'accueil, soit pour les personnes qui ne font pas la demande d'asile, elle peut être faite au travers de l'appel au 115.
voilà, et des permanences du SIAO. Mais en tout cas, les personnes migrantes qui ne sont pas hébergées vont être encore plus affectées par toute la charge mentale de ces procédures. De mon expérience, du coup, voilà, ce qu'on peut constater, ce qu'a dit aussi Madame Mestre tout à l'heure, hein, c'est que on voit, on peut percevoir les causes d'une santé mentale fragile à l'accueil au travers des événements survenus dans le pays d'origine, aussi sur le parcours, le trajet de l'exil, parce que certaines personnes mettent plusieurs années à arriver en France. Donc, il s'en est passé des choses hein, sur le chemin de l'exil. Souvent, c'est vraiment de l'ordre de la maltraitance, voilà, de la discrimination, de violences hein, multiples. Et puis, à l'accueil aussi, il y a une perte de repères qui est totale. Qui est liée aussi au fait, pour certaines personnes qui ne comprennent pas du tout la langue, certaines personnes arrivent, la communauté est pas forcément très représentée, donc elles sont aussi sous une forme d'isolement. Isolement, bien sûr, par rapport à leur famille dans leur pays d'origine, mais aussi isolement communautaire. Donc voilà, à l'accueil, on a cette souffrance psychique qui s'exprime à travers ces raisons-là. La barrière de la langue est vraiment une problématique dans le fait dans la relation entre le travailleur social et la personne migrante. Euh, et on essaye en fait de tout de suite orienter les personnes vers des cours ou des ateliers sociolinguistiques. Donc c'est très important sur un territoire d'avoir des options par rapport à ça parce que une personne qui arrive en France, ce qu'elle veut, c'est apprendre le français. Elle dit aussi qu'elle veut travailler. Elle veut apprendre le français, elle veut travailler, elle veut s'insérer. Sauf que en fait, elle aura très peu de possibilités de le faire. Travailler, on ne peut pas arriver à avoir une autorisation de travail comme ça. Apprendre le français, ça va dépendre beaucoup de l'offre du territoire, hein, de l'offre linguistique du territoire, et aussi de la capacité de la personne à être au contact de personnes françaises ou francophones. Donc, c'est pas si simple que ça. Pendant la période de régularisation, il va y avoir aussi ce sentiment de précarité, même si les personnes elles sont mises à l'abri, qu'elles ont une allocation mensuelle pour les demandeurs d'asile, par exemple. Il ne faut pas oublier que certaines personnes migrantes souffrent d'un déclassement social important. Euh, on a connu des personnes qui étaient dans le milieu médical, médecins, chercheurs, on a des ingénieurs, et quand ils arrivent, ils sont ils sont à la rue ou hébergés. Alors, ils sont très reconnaissants d'être hébergés, mais hébergés en colocation, avec d'autres personnes, voilà, avec leurs propres problématiques. Donc, c'est quand même très difficile à vivre. Et puis surtout, il y a l'attente. C'est pour ça que je tenais à vous montrer un peu tout le chemin de régularisation qui s'ouvre quand on arrive en France, parce que ça peut prendre des années. Je vais vous parler d'un cas spécifique tout à l'heure. Ça a pris toutes les démarches de régularisation en tout, ça a mis 4 ans. Donc c'est très long, ça peut être très long. Alors certains ont la chance que ça soit réglé on va dire, en plus ou moins 6 mois, hein, parce que c'est l'objectif de l'OFPRA, hein, normalement, de régler la demande dans les 6 mois. Mais c'est rare quand même. Donc, il y a une attente, en fait, et cette attente, elle va être plus ou moins importante en fonction du territoire. Certains territoires ont beaucoup de choses à proposer, d'autres territoires ont très, très peu de choses. Euh,
Dans les centres d'hébergement, il ne faut pas forcément imaginer qu'il y a la possibilité d'être en contact avec les équipes tous les jours. Les travailleurs sociaux ont un cahier des charges avec des missions précises en fonction du dispositif d'hébergement duquel ils relèvent. Donc, ils n'ont pas la possibilité de voir forcément les personnes tous les jours, voire même toutes les semaines. Et ne peuvent pas nourrir aussi les besoins de ces personnes dans ce qui est du lien social. Ils ne peuvent pas à eux seuls nourrir ce besoin, cette nécessité. Donc, du coup, il y a quand même des souffrances qui sont déjà là au départ et qui vont continuer à être nourries par un contexte. Et puis, bien sûr, hein, pendant la période de régularisation, il y a l'épreuve des rejets. Euh, Encore une fois, il y a pas énormément d'élus à une réponse positive dès la première demande. Donc, les rejets administratifs sont nombreux, mais aussi les rejets des administrations. Donc, il y a plein de formes de rejet pour une personne migrante au cours de son parcours euh, qui vont vraiment affecter la santé mentale. Donc, on essaie en fait de mettre en place des petites actions, hein, et je voulais vous parler, par exemple, dans les Hautes-Pyrénées, certains CADA, enfin les CADA des Hautes-Pyrénées et hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile ont depuis quelques années un projet santé qui est financé par la région Occitanie au travers du BOB 104. Et donc, ça permet de mettre en place des consultations avec des psychologues et au fil des années aussi voilà d'ajuster aussi la consultation à une réalité qui est que il est plus facile pour une personne migrante que le professionnel vienne dans un lieu où il se sent en sécurité plutôt que de l'amener vers l'extérieur dans un cabinet qu'il euh, qu'il n'identifiait pas comme quelque chose de connu et de sécurisant de prime abord en tout cas. Donc, en fait, les consultations se font désormais dans les centres d'hébergement avec possibilité d'interprétariat. L'interprétariat, comme l'a dit Madame Mestre, est clé dans la thérapie. Et depuis le début de ce projet santé, il y a une enveloppe spécifique pour de l'interprétariat. Euh, donc, du coup, ça permet à la personne migrante de s'exprimer dans sa langue maternelle. Euh, Ce projet santé aussi, il inclut des activités de loisirs avec une association qui s'appelle Camineo, parce que être bien, s'aérer l'esprit, c'est aussi très important. Donc, ce sont des sorties, hein, soit des activités ludiques sportives, soit des sorties en montagne, des balades, voilà, prendre l'air. Donc ça, ce sont des activités qui sont proposées une fois par mois. À cela peut s'ajouter, alors pas avec le même financement, mais par exemple dans mon association, il y a des ateliers de socio-esthéticiennes qui sont en place 4 fois par an. Alors c'est pas beaucoup pour le coup, mais on voit aussi que la notion de bien-être, de prendre soin de soi, amène aussi à un apaisement. Alors sur un moment court, hein, mais en tout cas, c'est une bonne pratique qui mériterait peut-être d'être un peu plus récurrente parce que déjà, elle permet la rencontre. Et voilà, un moment de détente, de prendre soin de soi. Et pour les personnes fragiles au niveau santé mentale, c'est vraiment quelque chose qui donne euh, en tout cas des clés pour l'accompagnement. Euh, le travail social qu'on peut faire à Atrium, et bon là c'est ma collègue d'Agir qui m'a partagé ce schéma, puisque voilà, je lui ai demandé de me dire ce qu'elle voyait par le fait d'accompagner les publics migrants. Donc, et ça représentait aussi ce que moi je pense. Nous, dans le travail social, ce qu'on doit faire déjà à la base, c'est être à l'écoute
on va recueillir la personne, on va recueillir la parole de la personne migrante. Donc, on a une posture à tenir. Et on a, tout à l'heure, j'ai relevé hein, le terme hyper-adaptabilité. On a cette hyper-adaptabilité à avoir aussi quand on accueille une personne migrante. C'est pas toujours évident parce que la personne elle a une temporalité qui est différente de la nôtre, donc il faut quand même pouvoir mettre des limites, mais il faut qu'on arrive à être complètement disponible et attentive à la personne qu'on accueille. Donc l'écoute est importante dans l'accompagnement. Il y a le respect bien sûr de la personne euh, de son projet, du pourquoi elle est là et aussi de son rythme. Euh, Bien que on essaiera aussi toujours d'expliquer que le rythme de la France aussi doit être pris en compte, en tout cas du fonctionnement euh, des administrations ou des organismes qu'elle aura à rencontrer. Mais voilà, on respecte la réalité de la personne. C'est important de la prendre en compte. Euh, Dans notre manière d'accompagner aussi, on a plusieurs façons de faire, hein. On soutient soit par l'information, par le conseil, par l'écoute et par l'orientation. Mais on peut aussi accompagner directement en faisant avec la personne. On va chercher l'adhésion et la mobilisation de la personne pour essayer de l'amener vers beaucoup plus d'autonomie. Ça aussi, c'est difficile à vivre hein, pour les personnes migrantes. Je parlais tout à l'heure de perte de repères, parfois de déclassement. En fait, moi, je vois les personnes migrantes comme qui reviennent comme un enfant, en fait, à qui on doit apprendre beaucoup de choses. Il y a un accompagnement socio-éducatif important et du coup, bah, c'est pas toujours évident pour une personne ben, voilà, de se laisser accompagner aussi. Donc, voilà ce qu'on peut observer, nous, depuis notre travail social. Et puis, la chose qui, pour moi, est très importante, et Madame Mestre l'a dit plusieurs fois, c'est la coordination de parcours. Et ça, je vais en parler par la suite au travers du programme Agir notamment. Mais c'est vraiment clé dans l'accompagnement des personnes migrantes, surtout les plus fragiles au niveau santé mentale. Euh, donc, le programme Agir que je pilote dans les Hautes-Pyrénées, c'est un programme national qui est décliné dans tous les départements de métropole. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc, Atrium est opérateur Agir dans les Hautes-Pyrénées. Et en fait, ce programme, il fait de l'accompagnement global et individualisé. Le fait de faire de l'accompagnement global, ça va nous amener à vraiment être en lien avec beaucoup d'acteurs de l'intégration et de l'insertion. Euh, donc, c'est vraiment très riche si on le veut, c'est très riche en échanges intercatégoriels. Euh, on va avoir des objectifs d'accompagnement de la personne, mais aussi de coordination de parcours euh, pour un objectif d'insertion durable. Ça, c'est le programme Agir, il est fait pour ça. Il a une prestation aussi d'appui aux acteurs du territoire. Donc, moi, là, ça va être plus mon rôle à moi d'être beaucoup dans la sensibilisation sur les problématiques liées au public qu'on accompagne, qui est le public bénéficiaire de la protection internationale. Donc, on va sensibiliser, on va essayer de mettre en avant, mettre en lumière des problématiques qui touchent ce public-là. Donc, pour vous donner des exemples concrets, par exemple, pendant la semaine de l'intégration, on va être très présent en ciblant aussi des thématiques qu'on aimerait porter un peu plus au niveau stratégique. Par exemple, l'année dernière, c'est comme ça que je pense j'ai été repérée par Madame Cuny. On avait pendant la semaine d'intégration organisé une conférence Exil et santé mentale. Parce qu'on constatait que dans les Hautes-Pyrénées, c'était pas assez pris en compte, en tout cas sur
sur des actions concrètes. Donc, on avait décidé d'organiser ça avec la clinique de l'Exil. Et c'est comme ça, par exemple, que j'ai fait aussi du lien avec le PTSM, hein, plan territorial santé mentale, qui a un plan d'action pluriannuel. Et c'est comme ça que je pense Madame Cuny a entendu parler d'Agir. Donc en fait, voilà, on a les problématiques des personnes migrantes sont portées par plein d'acteurs différents, dont fait partie Agir. Et on intervient vraiment, voilà, comme je vous le disais, sur l'accès maintien au droit, accès maintien au logement, insertion professionnelle, voilà, et tout un tas d'instances qui concernent l'insertion des publics migrants. Je vais vous donner quelques retours d'expérience. Nous, ce qu'on a pu relever, c'est que la santé mentale, elle peut être un frein à l'insertion sociale professionnelle. Mais à l'inverse, et ça, c'est Madame Cuny qui me l'a dit comme ça, et je trouvais que c'était très bien dit. L'insertion sociale et professionnelle est aussi un levier pour atténuer ou stabiliser des problématiques de santé mentale. Je vous parlerai ensuite d'un cas très concret. Nous, ce qu'on peut noter dans les clés de réussite, c'est de travailler sur le bien-être. Je vous ai parlé tout à l'heure des ateliers de socio-esthétique, par exemple, mais sur aussi des sorties pour prendre l'air, des activités loisirs. Les clés de la réussite, c'est de travailler ici sur l'autonomie. Ça, c'est ce que font les travailleurs sociaux, d'essayer d'amener la personne à être acteur de son projet qu'elle a quand elle arrive en France. On a aussi pu constater que la clé de la réussite, c'est de sécuriser le parcours de la personne. Donc, on ne peut pas, je pense, réussir un parcours d'insertion, en tout cas accompagner une personne dans un parcours d'insertion si on n'a pas une vision globale de la situation. Donc, il faut prendre en compte l'individu dans sa globalité. Et on a vu que les personnes qui souffraient de problématiques psychiques, on arrivait à les accompagner et à les amener vers plus de stabilité lorsque, en tant que professionnel, on arrivait à décloisonner le travail social et le travail du professionnel de santé. Donc, il y a cette articulation travail social et professionnel de santé qui est vraiment clé dans l'accompagnement des personnes migrantes les plus vulnérables. Dans les préconisations que je me permets de faire, hein, c'est la formation des professionnels sur des questions d'interculturalité. L'interculturel, il est au quotidien quand on accueille et accompagne des personnes migrantes. Je vous remets la diapositive où je listais quelques formations que font les travailleurs sociaux et que j'ai fait aussi à Atrium et qui sont vraiment clés aussi dans notre manière d'accompagner ces publics. C'est déjà être bien au fait sur le droit au séjour, l'interculturalité, la dimension interculturelle dans nos pratiques professionnelles. On a aussi une formation en premier secours de santé mentale. Alors, on n'est pas des professionnels de santé, mais par contre, on est formé pour repérer des situations de crise, d'urgence, comment gérer des situations d'urgence, ce qui nous arrive quand même de temps en temps avec le public migrant. On est aussi formé sur des thématiques précarité, addiction, parce que quand une personne a une santé mentale fragile, elle peut aussi parfois être dans la consommation. Donc, tout ça est lié. Et on a des formations aussi sur la réduction des risques, voilà, des risques psychiques. Donc, ces formations pour les professionnels et en particulier sur l'interculturalité, par exemple, c'est quelque chose que le programme Agir essaie de porter au travers différentes instances, d'après des observations qu'elle peut faire sur le territoire et
des besoins aussi qui sont verbalisés par nos partenaires, du droit commun notamment. Et c'est comme ça, par exemple, qu'à Lourdes, il y a la formation des professionnels va être mise en place au travers d'un CTAI, un contrat territorial d'accueil et d'intégration. Donc, il y a quand même des leviers pour pouvoir amener de la formation ou pour pouvoir améliorer l'accueil et l'accompagnement des publics migrants. Le CTAI en est un, mais il peut y en avoir d'autres, hein. Il y a des financements annuels qui s'appellent le BOP 104. Voilà, il y a des financements région, des appels à projets multiples de temps en temps. Donc, on peut aussi essayer de mettre en place des choses. Mais en tout cas, l'interculturalité, il faut qu'on la retrouve davantage sur le droit commun, puisque nous, à chaque fois, notre objectif, c'est d'être un sas vers le droit commun. Donc, il faut que on prépare les gens, enfin, le public migrant, à être davantage au contact du droit commun, à se saisir de l'offre du droit commun. Mais il faut aussi qu'on sensibilise le droit commun à la spécificité de ce public migrant. Parce qu'il a des spécificités et on ne peut pas accueillir une personne migrante comme on accueille un Français lambda. Il y a la barrière de la langue, il faut la prendre en compte. Il faut qu'on puisse lui garantir les mêmes services que toute autre personne. Donc, il faut adapter ces pratiques parfois quand on a une personne migrante en face. Et le fait de bien l'accueillir et de pouvoir lui apporter des réponses, eh ben, ça va aussi faire que sa santé mentale va être moins affectée, en tout cas parce qu'il se sentira écouté et aidé dans ces problématiques. L'interprétariat, bien sûr, il est très peu utilisé sur le droit commun. Et pourtant, parfois, alors il faut pas toujours y recourir, hein. Il faut quand même essayer de trouver des solutions par soi-même et se former aussi à interagir avec le public migrant. Mais c'est vrai que parfois, avoir la possibilité euh, d'interprétariat dans son entretien, c'est quand même facilitant. Et notamment pour le lien de confiance qu'on veut mettre en place. On utilise beaucoup l'interprétariat en début d'accompagnement pour créer ce lien de confiance et surtout on cible l'utilisation de l'interprétariat sur des thématiques très très importantes et source d'angoisse et de stress pour le public migrant. Donc, on va l'utiliser par exemple sur, bien sûr, le récit du parcours d'asile, sur aussi parfois des consultations santé. Et puis des consultations santé mentale aussi où on a recours, tant que faire se peut, à l'interprétariat. Je veux terminer ma petite présentation par justement des cas, deux cas pratiques qu'on a pu avoir avec mes collègues au cours de notre expérience professionnelle à Atrium. Alors, on a eu un monsieur, par exemple, il est arrivé en 2020. En 2020, on l'a accueilli sur de l'hébergement d'urgence. C'était une personne qui était très angoissée, qui se sentait persécutée par son environnement et qui était très méfiant. Cette personne, elle est arrivée, donc elle n'avait pas de suivi médical du tout. Et ensuite, du coup, ça a interféré dans l'accompagnement parce qu'il y avait toujours ce sentiment de méfiance et de persécution qui voilà, entravait les actions d'accompagnement qu'on pouvait mettre en place. Donc, ce qui a été primordial, c'est de l'amener vers le soin. Euh, Quand on amène vers le soin, soit la personne elle adhère tout de suite et on l'aide à prendre un rendez-vous, par exemple au CMP.
soit on essaie de lui faire prendre un rendez-vous avec un psychologue, ça dépend hein, de la situation de la personne, soit on fait appel à l'équipe mobile psychiatrique aussi. Ça peut aussi être utile, surtout quand il y a un délai de rendez-vous assez important et qu'on voit quand même l'urgence, la détresse psychique de la personne, de faire appel à une équipe mobile psychiatrique, ça peut quand même euh, euh, ça peut décanter certaines choses. Et surtout, ça fait un lien hors les murs. Ça fait un lien hors contexte euh, structure santé mentale. Et ça, c'est quand même apprécié par certaines personnes qui voilà, pensent qu'elles ne sont pas folles, donc ne veulent pas aller à l'hôpital, par exemple. Euh, donc une fois qu'il y a une stabilisation qui est faite par le biais d'une thérapie et parfois de traitement, l'accompagnement social, il est plus facile à faire. Et là, on met en place, pour cette personne, on avait mis en place des liens réguliers avec les professionnels de santé, donc notamment les infirmiers et le psychiatre qui suivait monsieur. Ce qui vraiment a permis de mettre en confiance donc le résident et aussi d'anticiper des moments de fragilité. C'est-à-dire que le fait d'avoir un lien avec les professionnels de santé qui suivent la personne, euh, on va pouvoir lui dire, bon, ben là, on voudrait vous informer qu'il y a une audience qui arrive. Donc, monsieur là est vraiment dans un état d'angoisse extrême. Parce que ça, c'est des choses qu'un travailleur social, il perçoit plus facilement parce qu'il voit la personne plus régulièrement. Donc, du coup, le fait de pouvoir verbaliser ça aux professionnels de santé, ça permet ben, voilà, d'ajuster aussi parfois la délivrance des traitements ou les rendez-vous, hein, peut-être rapprocher les rendez-vous sur une certaine période. Donc voilà, ce lien avec les soignants est vraiment clé. Et on peut noter vraiment, quand ça fonctionne bien, un changement chez la personne qu'on accompagne, et notamment dans sa relation à autrui. On passe d'un sentiment de méfiance à de la confiance, et ça permet d'avancer. Et surtout, ça permet de stabiliser le quotidien. On rappelle que les personnes migrantes sont bien souvent en cohabitation. Donc, stabiliser une personne migrante va pouvoir améliorer son quotidien. Euh, Ce que je voulais ajouter enfin, c'est que la coordination de parcours, elle se fait au local, mais aussi elle est très importante au niveau interdépartemental pour des personnes qui sont très fragiles au niveau santé mentale. Là, on a le cas d'une personne qu'on accompagne depuis longtemps. Il y avait une très bonne articulation qui était faite entre le travailleur social et les professionnels qui accompagnaient monsieur sur le volet santé mentale. Cette personne déménage. Le lien, il se fait à nouveau entre le travailleur social, les professionnels de santé du territoire, mais il va perdurer au-delà avec un relais d'information et pour ne pas créer la rupture de soins. Donc voilà, toutes ces articulations, elles sont clés dans l'accompagnement des personnes migrantes avec des fragilités santé mentale. Je dois, je pense, stopper ma présentation. Mais je vous remercie en tout cas pour l'écoute. Et j'espère avoir apporté quelques expériences intéressantes. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience qui est assez poignant. C'est un peu frustrant d'être pris par le temps. Ce qu'on vous propose pour la suite, pour les questions, c'est de privilégier, de faire quelques regroupements. Donc, je vais pas lire toutes les questions de façon précise. On va essayer plutôt d'aborder la question sur des réponses thématiques. Un des points qui est le plus revenu là, en termes de réaction, c'est par rapport à la question de l'interprétariat. Est-ce qu'il serait possible pour les intervenantes, je pense particulièrement à vous, Madame Mestre,
étant donné que sur le département sur lequel vous travaillez, on a un engagement assez fort de l'ARS par rapport à l'interprétariat en termes de financement. Ce serait super si vous pouviez nous préciser un petit peu plus si un interprète est présent notamment dans chacune des modalités d'accompagnement, que ce soit les ateliers ou la médiation artistique. Et peut-être, au passage, si vous pouvez faire le lien sur les certifications en langue et examens civiques, si c'est envisageable pour vous. Merci, Mme Cuny. Je n'ai pas compris la fin de votre question. Pardon, on avait une question autour des langues, des certifications langue et examens civiques. Je vous avoue que la notion ne me parle pas. Et Madame Baudry connaît, donc elle pourra compléter. Peut-être que Mme Baudry pourra, parce que oui, pour l'interprétariat, c'est une longue histoire. Enfin, une longue histoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'interprétariat est un métier. Je pense que là, vraiment, ça ne s'invente pas. C'est-à-dire qu'une personne bilingue, certes, peut, s'il y a vraiment besoin, s'inventer comme interprète, mais c'est vraiment, ça répond à une. Alors, c'est pas un métier constitué, mais il y a déjà une charte auquel, d'ailleurs, mon ancienne association a participé pour définir un petit peu les contours de ce métier. Donc, ça, j'insiste parce qu'un interprète médiateur doit avoir une formation, si possible. Effectivement, l'ARS, alors je ne dirais pas qu'elle a été très généreuse, mais elle a été attentive à la demande. Nous avons pu faire en sorte que l'hôpital intègre la notion d'interprétariat, qui n'est pas sans poser de problème. J'en parle parce que ça va être un débat des années futures, notamment sur la question financière. Madame Baudry l'a dit dans le travail social, mais on peut dire aussi sur le travail hospitalier. Il faudra, je pense, ça c'est une vraie réflexion collective. Il y a des moments où il y a besoin d'un interprète absolument, il y a des moments où pas forcément. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a l'IA qui s'invite dans ce débat-là. Et qu'il faudra en tenir compte. Alors, en ce qui concerne notre soin, nous avons toujours des interprètes. Ça, je dirais que nous sommes sur un soin qui a la précision de la dentelle et de la broderie, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous passer d'interprète. Ça, c'est vraiment un point important. Qui va. Alors, on n'a pas des consultations pour une même personne toutes les semaines, hein, malheureusement, c'est tous les mois, et en plus, on essaye d'avoir une activité de soins psychothérapeutiques alternée avec des ateliers quand il y a des ateliers. Mais la question de l'interprétariat est absolument, pour nous, c'est central. Pour nous, le soin psychique sans interprète, c'est vraiment très compliqué. Et l'interprète, c'est en présentiel, mais quand on n'a pas la langue, ça peut être par téléphone. Ça marche aussi, c'est pas mal. Par contre, l'IA, j'avoue que on est très, l'IA ne transmet pas toute la question affective, émotive, toute la médiation possible sur sur la connaissance, par exemple, d'un territoire. Donc ça, c'est des questions qu'il faudra avoir et qu'il faudra débattre, mais publiquement, collectivement. Pourquoi? Parce que maintenant, par exemple, l'interprétariat répond à un appel d'offres à l'hôpital où ces questions-là sont jaugées uniquement sur le plan économique et non pas sur le plan humain. Et ça, c'est pas admissible. C'est pas admissible parce qu'on va se retrouver rapidement sur des impasses s'il n'y a pas de dialogue qui est fait entre, bien sûr, la question économique, et nous ne sommes pas opposés du tout à penser que c'est un poids pour la société, et la question humaine et du soin. On ne peut pas galvauder notre soin. Ça, c'est impossible. Voilà. Alors, dans nos ateliers, effectivement, la question se pose, car si il y a trop de langues, eh bien, on n'a plus le temps de travailler parce qu'il y a trop de passages de traduction. Donc, dans nos ateliers, généralement, il y a 3 langues, c'est-à-dire 2 langues étrangères, quoi. Par exemple, l'anglais pidgin et l'arabe, et le français, qui est bien sûr la 3e langue. Donc, il y a au moins 3 langues. Et puis, si jamais il y a une personne qui vient, je sais pas moi, par exemple, d'Éthiopie, pour lequel c'est une population plus rare, en tous les cas à Bordeaux, eh bien, on en parle entre nous. On peut faire, par exemple, un atelier où on va faire venir, au moins pour expliquer, pour avoir un certain nombre d'éléments. Mais effectivement, la question du collectif,
doit, comment dirais-je, se cadrer sur la faisabilité d'avoir trop de langues, quoi, trop de langues qui du coup rend les choses trop compliquées. Voilà. Alors après, pour certification, je veux bien répondre, mais il faut que je comprenne la question. On va passer la main à Madame Baudry si ça vous ennuie pas. Oui. Alors, oui, c'est vrai que, alors, je sais pas forcément, je vais pas m'étendre sur la question parce que c'est pas l'objet de la matinale, mais c'est vrai que ça ressort beaucoup comme préoccupation du public migrant. Donc, récemment, en fait, les exigences de niveau de langue ont évolué. Alors je ne vais pas pour les BPI, les bénéficiaires de la protection internationale, il n'y a pas d'exigence de certification de niveau de langue puisque ils ont un titre de plein droit, donc ils n'ont pas d'exigence non plus de réussite d'examen de service civique. Par contre, n'importe quelle personne qui a une régularisation par une demande d'asile ou par une demande de séjour vie privée familiale, par exemple, doit signer un contrat d'intégration républicaine, le CIR. Donc ça, c'est un engagement qui est pris avec l'OFII et qui du coup va nécessiter 4 journées civiques, la participation à 4 journées civiques de formation civique et la signature d'un contrat d'engagement et quand même un objectif d'atteinte du niveau A2, mais sans nécessité de certification. En revanche, pour les demandes pour avoir une carte de séjour pluriannuelle, donc de 2 à 4 ans, il faut maintenant justifier d'un niveau A2. Quand je dis justifier, c'est justifié par un test linguistique, par un DELF ou par un niveau A3, un niveau 3, donc un diplôme de scolarité de niveau 3 en France. Ça maintenant, c'est demandé par la préfecture pour la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle. Pour la carte de résident, la carte de 10 ans, maintenant, il faut atteindre le niveau B1. Voilà, donc ça a changé. Avant, c'était le niveau A2, maintenant c'est le niveau B1. Et également avec une justification par un test, par une certification ou un diplôme, un diplôme français. Mais tout ça, vous pouvez retrouver les informations sur la préfecture dans les Hautes-Pyrénées. La préfecture a mis à jour cette information en janvier 2026. Donc moi, je les ai regardés. Il y a des cas spécifiques, hein, pour des personnes de plus de 65 ans, pour des personnes reconnues en situation de handicap. Voilà, il y a quand même des personnes qui ne sont pas soumises à ces certifications, mais voilà, ça reste quand même source de préoccupation et c'est pas forcément conscientisé par les publics migrants parce que le public migrant vit au jour le jour. Et c'est vrai que nous, on essaie de leur expliquer que voilà, ça va être à un moment donné peut-être bloquant dans le renouvellement d'un titre ou dans voilà le maintien sur le territoire, mais c'est difficile pour eux de se projeter sur le futur moyen ou lointain. Voilà. Merci beaucoup. Euh, Puisqu'on a parlé un petit peu de la préfecture, j'en profite pour faire le lien avec une thématique qui revient. Voilà, pardon. Euh, Plusieurs personnes posaient la question de la vulnérabilité des personnes migrantes face aux trafiquants notamment. Est-ce que, à votre niveau, vous avez des informations sur des partenariats qui peuvent être mis en place, notamment peut-être avec la préfecture? Je pense à la préfecture par rapport à la situation sur le 65, où on a réalisé pour la première fois cette année la feuille de route départementale des addictions et on l'a travaillé en collaboration étroite entre l'ARS et la préfecture. Donc c'est vrai que pour nous, le lien pourrait peut-être se faire aussi
Sur des partenariats comme celui-ci, est-ce que soit Madame Baudry, soit Madame Mestre, à votre niveau, vous avez des éléments particuliers à apporter? Plutôt sur le rapport aux addictions, du coup, et aux vulnérabilités sur les trafics. Alors moi, ce que je peux observer, c'est que les problèmes d'addiction sont aussi parfois liés à de l'inactivité. Donc en fait, nous, on essaie de trouver le moyen d'occuper les gens pour que ils puissent réduire leur consommation. Après, on peut aussi orienter vers des structures comme Addiction France ou Casa 65. Il y a aussi des équipes mobiles qui existent dans le 65, le CARUD par exemple, qui se déplace avec un van. Donc du coup, on essaie de les mettre en lien avec ces professionnels. Et la question de l'interprétariat quand même restera un sujet puisque ça dépend de la personne qui demande à être aidée, mais il va falloir quand même parler de choses très intimes. Voilà, donc là encore, si on peut mettre de l'interprétariat au moins sur un premier rendez-vous, c'est quand même pas mal. Et nous, on peut être amené à le faire. Pour compléter un petit peu sur l'interprétariat, on a la chance sur Promotion Santé d'avoir une chargée de projet dans le 48, la Lozère, qui a travaillé sur un état des lieux autour de l'interprétariat. Donc, si ça vous intéresse de le consulter, n'hésitez pas à revenir vers nous. En thématique qui revient beaucoup aussi dans les questions, sans trop de surprise, c'est celle des mineurs non accompagnés. Madame Mestre, tout à l'heure, vous évoquiez un dispositif qui permette des échanges sur cette thématique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Oui, juste pour revenir sur la question précédente, alors c'est vrai que la question des vulnérabilités, c'est une question complexe quand même, parce que le terme vulnérabilité qui est issu des sciences humaines, la vulnérabilité, c'est un état transitoire, donc on ne sait pas très bien, enfin moi particulièrement, comment l'OFI détermine la question de la vulnérabilité. Néanmoins, en tant que soignant, nous pouvons interpeller l'OFI sur des situations de vulnérabilité. C'est quand même quelque chose qu'on peut faire. Et l'ouverture quand même des professionnels, des médecins de l'OFI à signaler une vulnérabilité parce que il faut faire attention que dans cet état des lieux de la vulnérabilité ne soit pas ciblé des gens, par exemple, systématiquement, par exemple, les femmes qui mettraient dans l'ombre des formes de vulnérabilité qui pourraient toucher les hommes, par exemple. Ça, c'était un premier point. Juste pour l'addiction, effectivement, c'est une problématique voilà, qui est présente, sachant que le médicament qui apaise, effectivement, et qui lutte contre la tissage, c'est l'alcool, mais aussi tous nos jeunes qui consomment énormément de cannabis. Donc là, nous, on n'est pas des spécialistes des addictions, mais il faut se faire aider effectivement d'associations qui sont très complémentaires à nous et qui peuvent aborder cette question-là. Alors, pour les mineurs non accompagnés, la question alors, nous, on a très tôt, il y a maintenant plus de 10 ans, nous avons une réunion tous les 2 mois animée par Bérénice Coitoni et Yamina Guémari, qui est un rendez-vous par visio, mais aussi en présentiel, des professionnels qui sont intéressés par cette question-là. Qui permet, alors nous, on l'avait fait à un moment très particulier parce que c'était au moment où il y avait une augmentation de plus de 100% de la présence des MNA sur le territoire avec des professionnels qui franchement se demandaient comment ils allaient faire. Donc on avait mis au point cette réunion et finalement elle a perduré parce qu'elle reste un lieu, je dirais, où les compétences de tout le monde sont mises à profit devant voilà des problématiques que tous les professionnels rencontrent, qui vont de la santé psychique à des pratiques, des remarques de tous les jours, l'alimentation par exemple, l'alimentation, mais ça peut être la religion aussi, le rapport homme-femme. Et l'équipe donc met en commun donc toutes ces questions
pour une montée en compétence de chacun déjà. Et puis, elle peut inviter aussi des experts qui vont faire une forme de transmission d'informations sur une donnée vraiment particulière. Voilà, donc c'est un lieu qui n'a pas des amplis, même si la problématique des MNA est quand même devenue plus familière pour nous tous, hein, mais elle reste présente. Et je pense qu'elle a été aussi inspiratrice d'actions qui sont faites par le département, puisque nous avons la Cordo MNA 33, qui est une toute petite association, enfin une association des gens du département, mais très, très, très intéressante, où il y a comme ça des rendez-vous fréquents pour des thématiques. Une de nos psychologues fait partie de cette Cordo MNA 33, où il peut y avoir aussi des rendez-vous pour discuter de cas particulièrement sensibles, où il y aura besoin comme ça d'une réflexion collective. Voilà. Donc, je dois dire que sur le plan des MNA, sur notre département, il y a eu des choses très intéressantes, quoi. Voilà. Malheureusement, qu'ils ne peuvent pas répondre à toutes les questions, avec des jeunes qui, comme je vous disais, malheureusement, vont sortir du dispositif sans rien, ce qui est pour moi une vraie question, une vraie angoisse aussi. Mais je dois dire que le département a quand même beaucoup ouvert, et avec les associations, avec nous notamment, toute une réflexion pour accompagner au mieux. Merci beaucoup, Madame Mestre, d'avoir également complété sur la question précédente. Est-ce que vous pourriez nous répondre à cette question toujours sur les MNA? Est-ce qu'ils ont accès aux 10 consultations prévues par les psychologues? Est-ce que vous savez? Sur les consultations financées du coup par la sécurité sociale, est-ce qu'ils ont accès à ces consultations prises en charge dans le cadre du dispositif global? Alors, je vois ce que vous voulez dire. Alors là, c'est une question pour un psychologue et je ne sais pas. Il y a aucun souci. C'est une question qu'on pourra rebasculer aussi. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas, mais je sais pas. En tous les cas, nous, la consultation transculturelle, bien sûr, on a beaucoup de demandes, mais par contre, il faut bien entendre que c'est une consultation de seconde intention. Donc, le jeune doit pouvoir déjà avoir eu la rencontre avec un psychologue. Dans les foyers, il y a parfois des psychologues qui, malheureusement, et par manque de temps, ne peuvent rencontrer les jeunes. Et nous, on est en dialogue avec les psychologues, quitte à ce que les psychologues viennent à notre consultation, bien sûr, pour continuer à compléter leur suivi. Mais c'est vrai que nous, on a quand même une liste d'attente et on ne prend les situations que les plus compliquées, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une bonne question de l'accès aux psychologues en libéral, notamment. Écoutez, je botte en touche. Aucun souci, c'est une question qui se pose de très près sur le terrain. Pour tout vous dire, c'est un appui méthodologique de promotion santé avec un CADA qui a amené la réflexion sur cette matinale, avec ce CADA qui constatait des difficultés dans l'accès aux soins, des difficultés aussi à trouver des financements pour financer un psychologue sur la structure. Alors, on pourrait interpeller les ARS parce que, par exemple, notre ARS a mis au point un accès aux interprètes pour les médicaux par téléphone. Donc, ce qui est quand même, c'est vraiment chouette, je trouve. Par exemple, les Ukrainiens, la question des Ukrainiens est intéressante parce que il y a eu un accès aux soins relativement facile pour les Ukrainiens du fait de cette mise à disposition des interprètes, même par téléphone, où les médecins traitants et je crois aussi les sages-femmes ont pu l'utiliser. Donc, ça serait intéressant d'interpeller les ARS pour que ce soit vrai pour les psychologues en libéral. Ça serait vraiment intéressant, ça. Totalement. C'est chose faite, vu le nombre de personnes présentes sur cette matinale, j'imagine. Le dernier point qu'on souhaiterait aborder, on a pas mal d'autres questions, mais qui pourraient trouver une réponse assez rapide à la suite de la matinale. Voilà, on pourra garder des contacts et répondre à des questions plus courtes. Celles qui nécessitent un peu plus de temps, peut-être, tournent autour du sentiment de harcèlement et de fatigue ou de démotivation. On l'a un petit peu évoqué lors de notre rencontre avec Madame Baudry.
notamment sur les délais administratifs qui peuvent être très longs, le fait de devoir raconter son histoire plusieurs fois, d'être soumis à beaucoup de contrôles au niveau de la CAF, entre autres. Est-ce qu'à votre niveau, c'est quelque chose que vous avez repéré? Moi, ah bah oui, bien sûr, complètement. Non, mais c'est une vraie cause de désespoir, hein. On a même eu des tentatives de suicide parce que la préfecture ne répondait pas. Ça, c'est parfaitement opaque pour nous et incompréhensible. D'après ce que j'ai compris, il y a aussi des problèmes de défaut de moyens au niveau des préfectures, avec un ralentissement. Ah non, mais ça, c'est absolument terrifiant, terrifiant. Bien sûr pour les personnes, pour les patients, pour nos patients, mais aussi pour nous, puisque on a l'impression tous d'être immobilisés. Donc, de même que le harcèlement, effectivement, je suis tout à fait d'accord d'utiliser ce mot-là. J'ai par exemple une situation là, concrète d'une petite dame chinoise qui a 70 ans, qui n'a pas pu faire la preuve de sa persécution, et 2 interventions de deux quarts de policiers à son domicile pour la mettre dans l'avion. Je veux dire, c'est assez incompréhensible. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public. C'est une dame qui n'a plus de famille en Chine. On se demande sur. Alors, j'ai essayé d'en parler avec quelqu'un de la préfecture pour dire que j'étais surprise de ce niveau de harcèlement qui, vous comprenez bien, en plus, a une action extrêmement plus que délétère, parce que c'est une dame qui a fait des problèmes cardiaques, du coup, tellement elle est effrayée. C'est incompréhensible parce que c'est vrai qu'on a quand même, on est dans une période préélectorale où on m'a dit que la question de la sécurité était un sujet très important pour la société française. Bon, je l'entends, mais de là à faire une pression comme ça sur des personnes qui sont quand même destinées à rester en France, j'avoue que moi-même, je ne comprends pas. Madame Baudry souhaitait rebondir aussi sur la question. Oui, alors ce qui est important, c'est de pouvoir étayer aussi un état psychique. Donc, par exemple, dans un dossier OFPRA, on sait que la personne, le récit pour lequel on sait que le récit est pauvre, hein, parce qu'il n'a pas réussi à verbaliser ses traumatismes. Ça peut être intéressant de pouvoir aussi verser des pièces qui peuvent attester d'un état psychologique fragile. C'est vrai que c'est plus simple de le faire avec un avocat qui va le défendre à la CNDA, mais au moment du dossier OFPRA aussi, on a la possibilité, on a un délai en fait pour verser des pièces dans le dossier, et c'est vrai que c'est pas mal de pouvoir attester d'un état psychologique fragile qui justifierait le fait qu'il puisse pas dire qu'il a subi ce qu'il a subi réellement. Parce que ça va lui être dit, hein, on va lui le mettre en face de, bah, en fait, vous n'avez pas d'éléments prouvant que vous êtes en insécurité dans votre pays, où on va pas croire ce qu'il va dire. Donc, quand il y a un récit pauvre, il faut essayer d'amener des pièces complémentaires. Oui, alors je peux peut-être réagir. Effectivement, merci Madame Baudry de mettre l'accent là-dessus. Alors nous, on a une grosse expérience sur le certificat pour l'OFPRA et la CNDA. Alors, ce que je pourrais dire de façon simple, pour l'OFPRA, il faut être. Alors, oui, sur la question du récit, je ne reviens pas. Nous, on commence jamais une consultation par le récit, jamais, jamais. On ne demande jamais aux personnes de raconter leur histoire. C'est parce qu'on sait très bien qu'ils l'ont raconté 1000 fois et que même à la limite, il y a un appauvrissement de ce récit à force d'avoir été répété. Et surtout que les personnes savent ce que nous attendons d'eux. Donc voilà, donc ça c'est, je dirais, un indice psychothérapeutique. Jamais, on commence jamais par là. En ce qui concerne l'OFPRA, il faut être sûr au bout d'un moment. Nous faisons des certificats dans une relation avec le patient qui est longue, dans la mesure où on le connaît, il nous connaît, la relation de confiance est là. On a à peu près une vision du fait notamment que sa demande de protection rentre bien dans la Convention de Genève. Ça, c'est la première chose.
puisque, par exemple, pour les questions des femmes, il peut y avoir des demandes de protection qui ne rentrent pas dans la Convention de Genève. Donc ça, pouvoir, je dirais, faire de quelques consultations, un dialogue avec la personne, voilà, pour lui expliquer notre positionnement et notre compréhension de la situation. Par contre, la CNDA, alors j'ai regardé, j'ai eu les chiffres récemment, je ne sais plus où il y a quand même du côté de la CNDA une ouverture sur le plan de la protection subsidiaire à des questions justement concernant les persécutions liées au genre, ce qui est quand même nouveau, avec alors là des certificats qui doivent être très, très, très minutieux en ce qui concerne les risques du retour, bien sûr, en termes de persécution de genre. Alors, on a remarqué, parce que bien sûr, ça dépend du juge de la CNDA, mais on a remarqué, par exemple, que certains juges étaient effectivement très ouverts à la question, alors, de la vulnérabilité psychique, notamment, du soin psychique, très ouverts à la question des violences sexuelles, comme par exemple l'inceste, qui est quand même assez fréquent dans notre population, et à toute forme de violence liée au genre. Voilà. Donc ça, on a remarqué, et je pense que c'est corroboré actuellement par les chiffres. Alors, pour revenir sur la question de l'OFPRA, je rebondis sur ce que dit Madame Baudry. En effet, nous avons eu parfois, quand la demande rentre bien dans la Convention de Genève, l'idée que la personne ne pourra pas parler pour des raisons alors qui sont multiples, effectivement liées au trauma, ça c'est sûr, mais il y a une forme, je dirais, de politesse où l'interlocuteur qui est jugé hiérarchiquement supérieur, on ne le regarde pas dans les yeux, on baisse la tête, on répond avec pudeur, toutes choses effectivement qui pourraient être mal interprétées. Donc, se justifie en effet un certificat. Nous avons eu quelques situations, même plusieurs, où en effet attester que la personne a du mal à en parler, que d'après son récit, voilà, il s'est passé ça et ça, et que ça rentre bien dans la Convention de Genève, peut être utile. Effectivement, on ne peut pas préjuger de la réaction de celui qui va écouter, qui va lire le certificat, mais c'est toujours utile de le faire. Je rentrerai juste aussi un petit commentaire sur les demandes de séjour pour soins. Qui est véritablement un désastre en fait sur le plan psychique, puisqu'il y a eu depuis donc quelques années une recomposition de cette demande avec un collège des médecins de l'OFII qui examine nos certificats. Et là, on peut dire qu'il y a eu une diminution drastique des séjours demandés pour soins psychiques, notamment soins psychiatriques, de façon incompréhensible, puisque quand même, on va avoir toute une population qui va se retrouver dans une impasse totale sur le plan administratif et qui néanmoins présente des troubles psychiques extrêmement graves. Donc, c'est toute la question après avec les tribunaux administratifs qui posent d'autres questions en termes de certification, où là, on est quasiment obligé de lever le secret, ce qui est quand même compliqué pour nous, pour bien faire valoir que cette personne ne peut pas rentrer chez elle et ne peut pas avoir des soins, ne serait-ce que parce que le soin psychiatrique et le soin du trauma notamment repose sur la qualité de la relation avec le thérapeute. Donc, on ne peut pas rompre cette qualité de relation. On ne peut pas le renvoyer dans un pays où, de toute façon, alors moi, encore une fois, je reviens de Côte d'Ivoire et les retours, il n'y a pas de soins psychiatriques. Retour, c'est vraiment la jungle. Donc bon, on peut supposer que dans beaucoup de pays, il n'y a pas de soins psychiques liés au trauma. Voilà, donc ça, c'est une bataille pour nous, soignants, ainsi que les équipes qui travaillent avec nous. Merci beaucoup à nos deux intervenantes pour cette intervention de qualité qui soulève encore beaucoup de questions. En termes de temps, on ne voit pas vraiment l'heure passer, mais on a quand même un petit œil sur la montre. On va devoir clôturer cette matinale. L'idée, c'est que les questions récentes, les questions suivantes en tout cas, ne restent pas totalement sans réponse. Donc, on vous propose tout simplement d'y répondre par la suite, en fait, sur le site du DRAPS directement. Alors, vous pouvez envoyer Madame Cuny si je peux participer aux réponses avec plaisir. Oui, on ne va pas vous oublier de sitôt.
Donc voilà, l'idée là, c'est peut-être de se questionner un petit peu chacun derrière son écran sur tout ce qui a pu être dit sur cette matinale, à savoir si à ce moment-là, on met plutôt un point final ou un point de départ. Vous imaginez bien qu'à Promotion Santé, étant donné l'émission et le lien fort qu'on a avec les professionnels de terrain qui travaillent entre autres au contact des migrants, pour nous, l'idée, c'est que ce soit plutôt un point de départ. Donc, peut-être en termes de suite à réfléchir, ça peut être des suites en termes de formation. Je pense notamment à l'association Ethnotopie de Madame Mastre qui peut aussi aller proposer des formations spécifiques et permettre aussi un point de départ concret sur des projets. Je pense aussi aux rencontres en fait qu'on a tendance à oublier un petit peu sur le plan humain parfois quand on se retrouve derrière un ordinateur et des mails. C'est vrai que la question de la migration, ça nous renvoie à des notions d'humanité de façon assez intime parfois. Voilà, peut-être se dire qu'effectivement il y a certains ponts à imaginer avec des services. Je repense à la préfecture sur le 65, mais c'est vrai qu'en règle générale, les ponts permettent d'avancer un peu mieux que les fossés et que la rencontre en présentiel peut parfois avoir du sens simplement pour faciliter un petit peu les liens. On n'a pas forcément toujours besoin d'avoir une question précise. Parfois, c'est juste une sensibilité qui donne envie de travailler ensemble et des projets qui se construisent aussi. Donc voilà, je vous invite à faire confiance au collectif et à ne pas négliger la part du colibri qui mine de rien chemine petit à petit comme il peut. Voilà. C'est quelque chose, Madame Cuny, juste, je voulais signaler, donc, bien sûr, notre DU qui peut être un lieu aussi de fabrication de réseau, c'est-à-dire que alors nous accueillons des travailleurs sociaux, pas que des médecins, des internes, enfin bon, c'est assez divers. C'est souvent le point de départ aussi de réseaux qui peuvent être plutôt intéressants aussi sur le plan local et régional. Je signale aussi le DU d'interprétariat et médiation. Je pense qu'on va pouvoir l'ouvrir là à la rentrée. Je trouve vraiment que la question, bien sûr, très pour nous essentielle de la formation des interprètes, c'est aussi une ouverture au diplôme pour les personnes exilées migrantes qui ont le niveau de français requis et qui peuvent accéder à un diplôme. Vous savez combien le diplôme est important dans notre métier, dans notre pays, pardon, et dans notre métier également. Et là, on est très très content parce qu'on travaille avec d'autres DU nationaux. Et voilà, pour promouvoir aussi un savoir-faire, savoir-être aussi pour les populations exilées qui ont beaucoup à apporter aussi. Voilà. Merci beaucoup. Si en termes de réseau, vous sentez que sur vos territoires, c'est un peu compliqué de savoir par où commencer, n'hésitez pas à vous rapprocher des antennes de promotion santé, que ce soit sur l'Occitanie ou sur d'autres départements, parce qu'on a un peu poussé les murs et les frontières sur cette matinale. Voilà, vraiment, n'hésitez pas, dans le sens où, en général, ces antennes, ça peut être un bon point de départ pour accéder au réseau et pour au moins faciliter un petit peu les contacts. Et je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là pour ce matin. Merci à tous, en tout cas, et très bonne fin de journée. Merci beaucoup, merci. Merci, au revoir. Au revoir, Madame Boudry, au revoir, Madame Cuny. Au revoir. Au revoir.